Salut à tous et bienvenue dans Tueur en série. Pour cet épisode estival, je ne vais pas m'attarder sur une série en particulier à débunker, mais sur 3 séries qui font l'actualité. La première, ce sera Loki, la 3e mini-série de l'univers Marvel sortie sur Disney+. Et là où ça va être intéressant à décrypter, c'est que Disney a fait le choix de nous présenter dès le teaser, Loki comme un personnage gender fluide, comme disent les jeunes. Non, les jeunes, ils disent pas ça. Je crois que c'est surtout les journalistes de Libé. Ensuite, je dirai un mot, bien sûr, sur la partie 2 de la série Lupin. Ça m'avait manqué, sortie sur Netflix, où Omar Sy incarne toujours le gentleman cambrioleur. Avec cette question centrale, Netflix a-t-il réussi à faire pire que la partie 1? La barre était déjà très bas, donc ce serait quand même une prouesse, on va voir ça. Et pour terminer, je dirais juste quelques mots là aussi sur la série Resident Evil Infinite Darkness, sortie sur Netflix et réalisée entièrement en live action, en cinématique si vous voulez. Là, ça va certainement intéresser les fans de la licence de jeux vidéo comme moi, de savoir si ça vaut le coup ou pas. Pour commencer, donc, parlons de la série Loki qui cartonne en ce moment. Elle est sortie récemment sur Disney+, avec 6 épisodes, dont un par semaine, évidemment, histoire que votre abonnement dure plus d'un mois. Cette série est la 3e mini-série de l'univers Marvel. Elle a été réalisée par Michael Waldron et on retrouve donc les aventures de l'un des personnages les plus complexes du Marvel Cinematic Universe, Loki, dieu de la malice. Donc je vais vous présenter un peu le scénario, vous parler de la série, vous dire ce que j'en pense, puis je terminerai par cette histoire de Loki gender fluide. Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité, c'est là que ça va être intéressant. Alors l'histoire, c'est celle de Loki, qui est un super vilain de l'univers Marvel, tiré de la mythologie nordique, qui est aussi un anti-héros, diront certains. Loki, c'est le fils de Lophé, le demi-frère de Thor et le dieu de la malice. Pour cette série, on se retrouve donc en 2012. Pour l'univers Marvel, 2012, c'est la bataille de New York, celle du premier Avengers. Et Loki, à la fin, s'empare du Tesseract et s'en sert pour voyager dans le temps. Et en faisant cela, il perturbe le flux temporel, créant de nouvelles dimensions. Et c'est alors qu'il est arrêté et emprisonné par une curieuse organisation, le TVA, le Tribunal des Variations Anachroniques. Et petit à petit, il se rend compte que c'est le TVA qui garantit la continuité du temps en traquant les variants comme lui, qui l'ont perturbé. Le TVA est donc au final plus puissant que tout ce qui existe, même plus puissant que les pierres d'infinité, puisqu'il contrôle carrément le temps. Loki va donc chercher à en savoir plus sur cette organisation qui recèle bien des secrets, et c'est là qu'on embarque dans l'histoire. Alors franchement, pour commencer, je ne vais pas passer par 4 chemins, la série est top. Franchement, le scénario est génial, les mystères du TVA sont captivants, on a toujours envie d'en savoir plus, d'autant que ça explore une thématique qui est très intéressante, à savoir celle des multivers et des voyages dans le temps. Graphiquement, c'est très joli, les décors sont très bien réalisés, les univers avec leur petit côté space opéra, c'est super, tout est réussi, la musique, le jeu des acteurs très crédible, on a de l'humour dû à la personnalité fourbe et égocentrique de Loki. L'une des choses les plus drôles reste quand même le TVA en lui-même, puisque c'est une vraie usine à gaz bureaucratique avec des fonctionnaires dociles, des procédures, un univers années 60 agréablement kitsch. Bref, c'est une réussite de plus. J'ai parlé du jeu des acteurs, l'Écossais Tom Hiddleston n'a jamais été aussi convaincant dans le rôle de Loki, qui, je le répète, est un personnage d'une grande complexité, d'habitude très antipathique, mais qui là se retrouve comme torturé intérieurement au fil des épisodes. Puis l'acteur qui incarne Mobius, Owen Wilson, est également vraiment époustouflant, surtout pour un personnage secondaire, qui va d'ailleurs vite devenir, et c'est une prouesse, le premier véritable ami de Loki. Bref, je m'étends pas plus là-dessus, la série est géniale, sans doute la plus réussie de Marvel jusqu'à présent. Passons maintenant à cette histoire de gender fluide. Et c'est bien là, très souvent, le principal problème avec ce genre de séries à gros budget. Elles sont souvent très réussies, bon pas toujours, mais là, pour le coup, c'est le cas. Et c'est ce qui les rend sournoisement dangereuses en matière de propagande. Pour celle-ci, il est question de cette fameuse dénomination. Dans le trailer et dans le générique, on aperçoit le dossier de Loki pour le TVA, et dans la partie sexe, il est écrit fluide. Alors forcément, quand les fans ont remarqué ça, tous les cucks habituels se sont jetés sur le sujet. On a eu droit à une chier d'articles présentant Loki comme le premier personnage gender fluide de Marvel porté à l'écran. Sauf que, et les fans le savent sans doute, le fait que Loki n'ait pas de sexe prédéfini, eh ben c'est pas nouveau, c'est déjà dans les comics et ça existe aussi
dans la mythologie nordique originelle. Dites-moi si je me trompe, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis deuxièmement, la référence à son identité de genre, comme ils disent, est très discrète. On le voit à peine une seconde et encore, faut se concentrer. Mais bon, ça a suffi pour se faire trémousser de joie quelques-uns. Bon, les tartuffes habituels, quoi, dont Numérama, qui n'en manque pas une, et qui se réjouit de tout ça et qui déplore même carrément que Marvel ne donne, je cite, aucune indication sur l'orientation sexuelle de Loki. C'est vrai que c'est vachement important comme information. Non mais on est arrivé à quel niveau d'apocalypse, à quel niveau d'enfer on est pour qu'il faille désormais à toutes les œuvres de fiction que les personnages se trimballent avec une étiquette sur le front où il est précisé s'ils préfèrent les hommes, les femmes, un peu des deux, les chevaux, les poulpes, j'en sais rien, moi ça peut aller très très loin leur connerie. Est-ce qu'on a besoin de savoir si Loki est à moitié libanais? D'habitude c'est les droitards qui mettent les gens dans des cases, mais là visiblement ils ont repris le flambeau. Moi je trouve ça ridicule de s'attarder là-dessus, d'en faire tout un foin, de faire des articles carrément, franchement on nage en plein délire. D'autant qu'il s'agit d'une toute petite référence discrète qui n'affecte absolument pas la série qui, je le répète, est génial. Et là, ça montre à quel point Disney et Marvel la jouent finaude, hein. Ils savent ce qu'ils font, les gaillards, parce que rajouter cette toute petite ligne de texte furtive, non seulement ça change rien à la série, ça ne lui enlève rien à sa qualité, comme je l'ai dit, mais en plus, ça fait plaisir à quelques militants et journalistes qui n'ont pas d'autre raison d'exister que de chercher ce genre de petits détails à la con qui viennent nous gâcher la vie. C'est ce qu'on appelle du LGBT washing. Franchement, rien que de devoir prononcer ce néologisme à 2 balles, ça m'écorche la bouche et c'est de plus en plus courant. Puis les mecs se rendent même pas compte que Disney se sert d'eux pour lisser son image dans un but exclusivement commercial. Bref, pour moi, cette histoire a fait beaucoup de vagues pour pas grand-chose. Voilà, les tartuffes sont contents, ça change rien à la série et Disney se lave les mains à peu de frais. La seule chose que je regrette, en fait, c'est qu'on ait besoin d'en parler, besoin de mettre des termes modernes comme gender fluide sur des personnages qui, à la base, n'avaient rien demandé. On en est à la phase 4 du MCU, j'ose même pas imaginer ce que nous réserve la phase 5 depuis le rachat par Disney. De toute façon, fallait s'y attendre. Puis quand on voit ce que la Warner a fait de DC dans le même temps, franchement, tout ça, c'est à pleurer. Voilà, je pense m'être assez étendu sur le sujet. Maintenant, pour enchaîner, je vais dire quelques mots, hein, ça mérite pas plus, sur la partie 2 de Lupin avec Omar Sy sur Netflix. J'ai dit ce que je pensais de la partie 1 dans un épisode entier de Tueurs en série que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. Maintenant, la question était, Netflix a-t-il réussi à faire pire avec cette partie 2 ? Eh bien, la réponse est oui. Dès le premier épisode d'entrée de jeu, quoi, Omar Sy, le Lupin à la sauce Netflix, donc, se retrouve en Normandie profonde. Et évidemment, en Normandie, eh bien, il y a des vieux racistes à tous les coins de rue. Une scène hallucinante, c'est vraiment quand ils rentrent dans le bistrot, ce petit bistrot d'un village normand, et là, boum, un grand silence vient peser sur la salle. Tout le monde le regarde de travers. Le barman refuse même, avec un ton nauséabond, que Omar Sy utilise le téléphone sans consommer. Tout ça, bien sûr, parce qu'il est noir. J'avais oublié qu'en Normandie, on pratiquait encore l'apartheid. Il n'y a pas d'autre mot, c'est délirant, c'est surréaliste. Non mais à quel moment un noir aujourd'hui qui entre dans un café en Normandie se fait regarder de travers et servir comme un malpropre? À quel moment cette scène est crédible? Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça n'existe que dans le monde parallèle de Netflix. Et puis à part ça, la série souffre des mêmes tares que dans la partie 1. Omar Sy n'est absolument pas crédible en héritier d'Arsène Lupin. Je vais pas refaire les mêmes gags que dans mon épisode sur le sujet, mais non, c'est pas possible. Omar Sy, de par ce qu'il est, et d'ailleurs c'est pour ça que Netflix l'a choisi, et on nous le fait bien comprendre quand il rentre dans ce fameux bar en Normandie, il ne peut pas se fondre dans la masse et user de déguisement de manière aussi crédible qu'un Lupin dans les romans originaux. Et forcément, eh ben, ça donne un côté ridicule à chaque phase d'infiltration. Mec, tu t'es collé une moustache. D'accord, bon, on va te mettre un point pour l'effort. Mais dans cette salle d'enchères remplie de bourgeois blancs, eh ben, t'es cramé à 10 km en fait. Au niveau des intrigues, là aussi, il n'y a rien qui va. C'est encore pire que dans la partie 1. C'est tiré par les cheveux, c'est pas crédible, grotesque au possible. Bref, avec cette partie 2, si vous voulez, Netflix est tout simplement venu relâcher une bouse sur une autre, qui en plus était même pas sèche.
C'est ridicule et nul de bout en bout. Pour terminer rapidement, quelques mots sur la mini-série Resident Evil Infinite Darkness qui est sortie sur Netflix. Pourquoi j'en parle? Parce que je suis un fan de la licence de jeux vidéo et je suis sûr que ça intéressera certains d'entre vous. La série est entièrement réalisée en live action, donc concrètement c'est de la cinématique. Alors c'est joli, parfois très joli même, surtout les effets de lumière, je les ai trouvés incroyables. Par contre, ça reste ce que c'est-à-dire du live action. Les effets de sang sont à chier, les scènes d'action très moyennes, l'animation des personnages, ça montre souvent ses limites, et le pire dans tout ça, ça reste le scénario. C'est digne d'un Resident Evil, de toute façon, Capcom nous a habitués à bien pire, certes, mais là, c'est vraiment mauvais, il faut s'accrocher, hein. Je ne parlerai pas du scénario pour ne pas spoiler les gens qui voudraient la voir, mais franchement, c'est une grosse perte de temps. On dirait un vieux nanar des années 90 et certaines répliques rajoutent encore plus à cet effet. Comme par exemple, quand Léon tue des zombies, il se retourne et il dit « Reposez en paix, bande de connards !» J'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose. En résumé, voilà, passez votre chemin, content si je vous ai fait gagner du temps, c'est du fan service mal fait et sans intérêt. Si ça avait été dans un jeu vidéo, voilà, pourquoi pas, on est habitué. Mais là, se farcir du live action pas crédible pendant 4 épisodes pour suivre le dénouement final foireux d'un scénario aux fraises, non merci. Voilà, merci à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes de Tueurs en série. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, merci de liker, de partager la vidéo et de commenter si vous n'êtes pas d'accord ou que vous voulez ajouter quelque chose à ce que j'ai dit. Allez, à bientôt.